le pneumologue. Déjà, nous sommes en temps. Alors, donc, bonjour tout le monde. J'aimerais remercier les membres de la CMRA pour cette invitation. Et je suis ravi de modérer avec mes collègues Dr Emnem Hiri et Dr Aïda Berish afin de modérer cette séance dédiée aux infections respiratoires, au cours de laquelle on va aborder 3 thèmes différents. Les pneumopathies aiguës communautaires graves. Par la suite, on va enchaîner avec les exacerbations de PPCO, notamment la co-infection virus-bactéries. Et enfin, on va clôturer avec l'antibiorésistance. Et sans trop tarder, donc, j'ai le grand plaisir d'inviter Dr Leila Boussafara, qui va nous entretenir sur les pneumopathies aiguës communautaires graves. À vous la parole, Dr Boussafara. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur d'être parmi mes maîtres et mes confrères. C'est toujours un honneur aussi de répondre présente à notre congrès national de pneumologie. En fait, il m'a été donné de vous parler de la prise en charge des pneumopathies aiguës communautaires graves. Et en fait, j'ai choisi de commencer par cette diapositive pour souligner l'importance de ce problème de par une mortalité très importante, aussi bien dans les pays développés que dans les pays non développés, avec une mortalité très importante, bien sûr, pour les formes graves. Donc, identifier les patients souffrant d'une pneumopathie aiguë communautaire principalement grave est essentiel à leur orientation et à leur prise en charge. Bien sûr, plus la prise en charge elle est précoce, plus la mortalité elle va diminuer et donc plus le pronostic va être favorable. Donc, les pneumopathies aiguës communautaires, elles se placent dans le premier rang des infections traitées par antibiothérapie. C'est la première cause infectieuse de mortalité dans le monde, malgré la diffusion très large de l'antibiothérapie et l'efficacité très large des antibiotiques. Elles entraînent des coûts et des dépenses importantes en termes de santé publique. Elles sont potentiellement graves dans 10 à 20% des cas. Des patients hospitalisés en l'occurrence en unité de soins intensifs et elles sont dotées d'une mortalité importante. Cette mortalité elle peut atteindre 10% chez les patients hospitalisés pour pneumopathie aiguë communautaire et 30% chez les patients nécessitant une ventilation mécanique et donc hospitalisés en unité de soins intensifs. Et donc l'identification des formes graves est primordiale et conditionne le pronostic et l'évolution clinique des patients qui présentent une infection respiratoire basse. Alors, quels sont les facteurs de risque? En fait, les facteurs de risque sont presque les mêmes entre les formes graves et les formes non graves. C'est essentiellement que les formes graves, on va avoir beaucoup plus des facteurs de risque qui sont associés. Bien sûr, l'âge avancé, ça vient en première position comme facteur de risque de gravité des pneumopathies aiguës communautaires. Les comorbidités chroniques, principalement pour nous les pneumologues, la pneumopathie chronique obstructive. Les infections respiratoires virales qui vont faire le lit d'une infection bactérienne et donc la co-infection infection bactérie-virus va encore plus aggraver le tableau. Le tabagisme, l'éthylisme, la toxicomanie aussi sont des facteurs qui vont entraîner donc une immunodépression et potentiellement un tableau grave. Le milieu carcéral et bien sûr les mauvaises conditions socio-économiques. Alors, devant une pneumopathie aiguë communautaire grave, quelles sont réellement les questions qu'on doit se poser pour que la prise en charge soit la plus optimale possible? Alors, la première question, c'est comment va-t-on faire le diagnostic? Il faut savoir reconnaître les signes de gravité et savoir orienter la prise en charge vers le secteur de prise en charge le plus adapté, soit en médecine intensive ou bien en milieu de pneumologie. Il est aussi nécessaire de reconnaître les micro-organismes les plus fréquemment impliqués dans ces pneumopathies et ceux donc impliqués dans certaines populations comme les sujets âgés, les sujets PPCO, les sujets ayant des comorbidités bien particulières. Quelle investigation va-t-on réaliser pour ces patients qui présentent des pneumopathies aiguës communautaires? Est-ce que c'est des investigations radiologiques, bactériologiques, etc. Donc on va voir quelles sont les investigations à faire. Et enfin, quelle antibiothérapie? On sait bien que l'antibiothérapie, c'est une antibiothérapie probabiliste. Et donc plus le traitement il est rapide, plus on va améliorer le pronostic.
Alors, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, il y a différentes recommandations. Donc, il y a les recommandations de l'ATS en 2019, il y a les recommandations européennes en 2023, il y a aussi les recommandations françaises en 2025, c'est les dernières recommandations. En fait, c'est de nouvelles recommandations, c'est plutôt une mise à jour des recommandations qui ont été déjà faites en 2010. Et tout au long de cet exposé, je vais je vais m'appuyer principalement sur ces dernières recommandations de 2025. Alors, comment va-t-on faire le diagnostic? Quels sont les critères de diagnostic d'une pneumopathie aiguë communautaire grave? Comme vous le savez bien, on dispose du score de Fine, donc c'est le score le plus ancien qui avait été établi en 1997. Donc, il avait été établi à travers d'une cohorte de patients atteints de pneumopathie aiguë communautaire, environ 50 000 patients. Et on avait établi les différents facteurs donc, qui étaient subdivisés en l'âge, les comorbidités, les signes cliniques, les signes paracliniques. Et ces facteurs étaient corrélés à la mortalité à 30 jours. Alors, plus le score est élevé, plus la mortalité elle est importante. Alors, si on voit la comparaison pour ce score de Fine, donc vous voyez bien que le score va de 1 jusqu'à 5. Donc, si on compare les patients hospitalisés par rapport aux patients qui sont traités en ambulatoire. Donc, au sein du même groupe, la mortalité va être d'autant plus importante que le score il est élevé. Mais si on compare les deux groupes de patients hospitalisés et non hospitalisés, on ne va pas réellement retrouver une différence significative. Donc, le score de Fine, réellement, n'est pas un score très pertinent pour évaluer la gravité des pneumopathies aiguës communautaires. Il est essentiellement adapté pour orienter l'hospitalisation des patients, soit en ambulatoire, soit en milieu hospitalier. Donc, pour pallier à ces difficultés du score de Fine, surtout que c'est un score très lourd à gérer sur le plan pratique avec 20 critères. Donc, ça peut être un peu difficile, surtout en contexte d'urgence chez un patient qui présente une pneumopathie. Donc, il est important d'évaluer rapidement la gravité. Donc, d'autres scores ont été élaborés. Donc, en 2003, c'est le score, le CURB 65. En fait, c'est un score qui s'appuie sur 5 critères. Donc, 4 critères cliniques et 1 critère paraclinique. Et on fait la somme, donc, entre 0 et 1, donc c'est un patient qui va être traité en ambulatoire. Un score à 2, c'est un patient qui va être hospitalisé, traité en milieu hospitalier. Et 3, en milieu de réanimation. Et un troisième score est venu beaucoup plus simplifier la prise en charge de ces patients, c'est le CRB 65, c'est un score uniquement clinique, donc ça s'adapte beaucoup plus à la gravité du tableau et donc à la rapidité de prise en charge de ces patients, et donc c'est un score facile à calculer. Donc 0 critère traitement en ambulatoire et plus d'un critère, c'est l'évaluation à l'hôpital. Mais si on a ces différents scores, lequel réellement va-t-on utiliser ? Alors, cette étude qui compare ces différents scores, c'est une étude publiée en 2007. Si on compare le score de Fine, on compare le CURB 65 et on compare le CRB 65, on retrouve toujours une mortalité à 30 jours beaucoup plus importante pour les scores qui sont élevés. Aussi, l'hospitalisation en unité de soins intensifs est toujours très importante pour les sujets qui ont un score élevé, mais la différence, elle est statistiquement significative, essentiellement pour le CURB 65 et le CRB 65. Donc, ce sont des scores qui sont beaucoup plus adaptés en milieu d'urgence et en contexte de gravité. Si on voit la sensibilité et la spécificité de ces différents scores, on va voir que la valeur prédictive négative de ces scores, elle est très élevée. Donc, ces scores permettent essentiellement d'éliminer un tableau grave. Par contre, la valeur prédictive positive, elle est faible, donc ils ne permettent pas réellement de poser le diagnostic positif de la gravité de tableau de la pneumopathie aiguë communautaire. Donc, devant cette faible spécificité, cette spécificité assez importante, par contre une sensibilité très faible, donc ces scores restent peu pertinents. C'est pour cette raison qu'il y a d'autres scores qui avaient été établis. Il y a des scores, le score des recommandations espagnoles, des recommandations australiennes, mais aussi il y a les recommandations ATS en 2007 qui avaient été établis. En fait, on parle beaucoup moins de scores que de critères. C'est beaucoup plus des critères de gravité que des scores de gravité. Et en fait,
le gold standard, ce sont les critères qui évaluent le risque d'aggravation et le risque d'aggravation d'organes, donc le risque de survenue de défaillance multiviscérale ou telle qu'une défaillance neurologique, une défaillance respiratoire, une défaillance hémodynamique avec bien sûr l'atteinte rénale. Alors, si on compare ces différents scores, bien sûr, il faut toujours prendre avec précaution cette comparaison, étant donné que la définition qui avait été établie n'est pas la même pour tous les travaux et que la population n'est pas sensiblement la même. Donc, il faut toujours prendre avec précaution cette comparaison. Alors, si on voit ces différents scores que j'en ai déjà parlé, on voit bien que toujours on a une valeur prédictive négative qui est importante. Donc, ce sont des scores qui vont principalement éliminer les pneumopathies aiguës communautaires graves. Par contre, on a toujours une valeur prédictive positive qui est faible, donc une faible sensibilité, ne permettant pas réellement de poser le diagnostic positif. Par contre, pour le score de l'ATS qui a été établi en 2007, on retrouve une sensibilité qui est beaucoup plus importante, légèrement plus importante par rapport au score. Donc le score ATS établi en 2007 serait le score le plus pertinent pour pouvoir évaluer la gravité des pneumopathies aiguës communautaires. Et c'est pour cette raison que ce score a été établi et a été repris comme tel dans les nouvelles recommandations de l'ATS en 2019, étant donné la pertinence de ce score, il n'a pas été modifié. C'est pour cette raison aussi que ce score ATS de la gravité a été aussi repris par les nouvelles recommandations de 2025, et c'est le score sur lequel actuellement on s'appuie pour évaluer la gravité. Alors ce score, c'est des critères majeurs et des critères mineurs. Donc, pour évaluer la gravité, soit on a un des deux critères majeurs, soit trois des 9 critères mineurs. Donc, les deux principaux critères majeurs, c'est le choc septique, donc une défaillance hémodynamique, et l'insuffisance respiratoire aiguë nécessitant une intubation. Pour les critères mineurs, donc c'est une polypnée, c'est un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 250. C'est une atteinte multilobaire, une confusion, donc une atteinte neurologique. C'est une insuffisance, donc c'est une urémie avec une urée supérieure à 7, une leucopénie, une thrombopénie, une hypothermie ou bien une hypotension nécessitant un remplissage. Donc pour évaluer la gravité, soit on a un critère majeur ou bien on a 3 critères mineurs. Donc c'est ainsi qu'on va établir la gravité du tableau d'une pneumopathie aiguë communautaire. Alors la deuxième question, quel va être le profil microbiologique de ces pneumopathies aiguës communautaires graves? Donc plusieurs études épidémiologiques en réanimation montrent que la répartition reste sensiblement identique à celle constatée parmi les patients non hospitalisés en réanimation, avec toujours une prédominance des bactéries par rapport au virus, et en tête de liste le pneumocoque, le streptocoque pneumonie, suivi des germes atypiques, donc les mycoplasmes, les chlamydiés, et ensuite les bacilles gram négatifs, et on va retrouver donc les virus à un pourcentage de 12,5%. Alors la répartition, certes, elle est sensiblement la même, mais il y a certaines particularités pour les patients hospitalisés en réanimation ou hospitalisés en unité de soins intensifs ou des patients qui présentent une pneumopathie aiguë communautaire grave, avec toujours en tête de liste le streptocoque pneumonie, mais on va retrouver aussi les légionnelles, on va retrouver aussi les bacilles gram négatifs tels que les salmonelles, les klebsielles, le pseudomonas. On peut retrouver aussi des co-infections streptocoque mycoplasme, streptocoque chlamydier, et aussi on peut retrouver des infections virales. En fait, les infections virales, on va le voir avec la présentation tout à l'heure, mais c'est vraiment un véritable dilemme de faire la part entre une infection virale ou une infection bactérienne, ou bien les deux. Et généralement, le caractère grave dénote de la nature bactérienne, de la surinfection bactérienne des pneumopathies virales. Donc, le profil microbiologique, c'est le pneumocoque, c'est l'agent pathogène le plus isolé dans les pneumopathies aiguës communautaires d'origine bactérienne, quelle que soit la gravité. Les pneumocoques et les légionnelles sont les deux agents les plus fréquemment responsables de pneumopathies aiguës communautaires graves et les co-infections virales. Donc, comme je l'ai déjà dit, la discrimination virale versus bactérienne est très difficile et un véritable challenge donc pour le praticien. Néanmoins, donc, le caractère grave laisse toujours supposer une origine bactérienne. Alors, si certains éléments épidémiologiques, cliniques et radiologiques peuvent suggérer la responsabilité d'un pathogène, en fait, aucun critère n'est vraiment discriminatif.
si on voit ici dans le tableau donc, la différence entre des infections à germes extracellulaires et à germes intracellulaires ou bien des infections virales. Donc le début, il est brutal pour les infections à germes extracellulaires. La fièvre, elle est beaucoup plus importante. L'état général est beaucoup plus altéré. Donc la symptomatologie extra-respiratoire, c'est essentiellement pour les infections virales et les infections bactériennes. Et donc à la radiographie thoracique, pour les infections bactériennes à bactéries donc extracellulaires, c'est essentiellement une opacité alvéolaire avec plus ou moins un épanchement. Par contre, pour les infections virales, c'est essentiellement un tableau de bronchopneumonie. Donc ça reste essentiellement des éléments d'orientation. Aucun élément n'est réellement discriminatif et ne permet réellement de faire la part entre infection bactérienne et infection virale. Alors, quelles sont les investigations qu'on va réaliser chez les patients qui présentent une pneumopathie aiguë communautaire grave? En fait, il y a des investigations biologiques, microbiologiques, et il y a des investigations radiologiques. Alors, donc les investigations biologiques, il y a l'examen cytobactériologique des crachats, la CRP, la procalcitonine, l'antigénurie, les hémocultures et les tests de biologie moléculaire, donc PCR. Alors le CBC, c'est l'examen qu'on réalise dans notre pratique courante. Faut-il réellement isoler l'agent pathogène? Donc la question qui se pose, si on connaît approximativement le profil microbiologique des pneumopathies aiguës communautaires, faut-il réaliser un ECBC? Et étant donné qu'on sait tous que le CBC est souvent négatif, donc, quels sont les éléments qui sont pour? Donc, c'est pour confirmer la nature infectieuse, déceler les micro-organismes représentant donc un risque épidémiologique, bien sûr, permettre de faire une désescalade thérapeutique pour éviter l'émergence de résistance et éviter les surcoûts. Ce qui est contre, c'est la faible sensibilité des examens microbiologiques avec la spécificité des prélèvements qui va être variable en fonction du type de prélèvement et bien sûr éviter le surcoût, mais on voit bien que la balance pour et contre, ça penche très vers essentiellement la réalisation d'un examen cytobactériologique des crachats. Pour les sociétés savantes, donc, le CBC n'est pas indiqué pour les patients traités en ambulatoire. La majorité des sociétés savantes indiquent la réalisation d'un ECBC chez les patients hospitalisés en milieu de médecine et en milieu de réanimation. Donc, toutes les sociétés savantes s'accordent sur la nécessité de réaliser un examen cytobactériologique des crachats. Alors, pour les recommandations de 2025, donc dans les pneumopathies aiguës communautaires graves, en particulier si le patient est intubé et ventilé, il est recommandé de réaliser un examen direct microscopique, donc avec coloration grain et mise en culture. Et donc, le CBC va être en privilégiant, bien sûr, les prélèvements profonds, l'aspiration trachéale, les prélèvements distals protégés, éventuellement un lavage broncho-alvéolaire. Pour la CRP, alors la CRP, la sensibilité et la spécificité, elle est comprise entre 40 et 90%. Aucun seuil n'est consensuel et n'est validé. Pas d'intérêt concernant l'amélioration de la prise en charge ou l'évolution des patients, bien qu'on l'utilise de façon très fréquente en pratique courante. Donc, pour les recommandations de 2025, donc, au cours des pneumopathies aiguës communautaires et en l'occurrence donc, graves, le dosage de la CRP n'est pas recommandé de façon systématique. Alors, qu'en est-il de la procalcitonine? Dans un essai randomisé réalisé en double aveugle, comparant donc la durée de l'antibuthérapie pour deux groupes de patients présentant une pneumopathie aiguë communautaire, donc un groupe de patients hospitalisés chez qui on a réalisé le dosage de la procalcitonine, et un autre groupe donc, chez qui l'évolution a été suivie essentiellement par les éléments cliniques. Donc, on ne retrouve pas réellement de différences statistiquement significatives par rapport aux deux groupes. Entre les deux groupes, Donc, au cours des pneumopathies aiguës communautaires ambulatoires ou hospitalisées, le dosage de la procalcitonine n'est pas recommandé de manière systématique pour le diagnostic et ou le suivi des pneumopathies aiguës communautaires. Troisième examen, donc l'antigénurie, Voilà, l'antigénurie, donc Streptococcus pneumoniae, étant donné que c'est le germe le plus fréquemment incriminé, donc elle a une sensibilité de 80 à 90%. L'excrétion urinaire, elle persiste plus d'un mois après une infection, donc on peut la faire même tardivement, on peut retrouver des résultats positifs. Les résultats sont faussement positifs, donc réaction croisée avec d'autres espèces, et la vaccination récente contre le pneumocoque peut négativer cet examen.
Pour les légionnels, donc l'antigénurie, donc l'apparition des antigènes, elle se fait 1 à 4 jours après l'infection. Ils sont détectables 3 à 8 semaines et jusqu'à 1 an si immunodépression. La positivité, même après la mise en route d'une antibiothérapie adaptée, donc cet examen il a une sensibilité de 85% avec une spécificité très importante, essentiellement pour le sérogroupe 1. Alors pour les recommandations, donc dans les pneumopathies aiguës communautaires, donc dans les ambulatoires, il n'est pas recommandé de réaliser d'antigénurie. Aussi dans les pneumopathies aiguës communautaires hospitalisées non graves, il n'est pas aussi recommandé. Par contre, dans les pneumopathies aiguës communautaires hospitalisées graves, il est recommandé de réaliser une antigénurie pneumocoque et légionnelle, étant donné que c'est les germes les plus fréquemment incriminés dans ce tableau. Qu'en est-il des hémocultures? Donc les hémocultures, ils ont une bonne spécificité mais une faible sensibilité. C'est l'intérêt principalement en cas de suppulsion de pneumocoque. Pour les pneumopathies aiguës communautaires en ambulatoire et en milieu hospitalier non grave, donc c'est non recommandé. Par contre, en cas de pneumopathie aiguë communautaire grave, les hémocultures sont recommandées avec un niveau de preuve donc, qui est très important. Donc les pneumopathies aiguës communautaires graves, il est recommandé de réaliser systématiquement des hémocultures. Qu'en est-il des tests de biologie moléculaire, donc PCR? Donc, c'est la méthode de référence dans la détection des virus respiratoires et des bactéries atypiques. Donc, c'est une méthode qui est sensible, spécifique et rapide. Donc, il y a différents PCR qui se différencient essentiellement par le nombre de pathogènes recherchés. Il y a les triplex, il y a les quadriplex, il y a les PCR à panel respiratoire haut, donc qui vont rechercher essentiellement 10 à 15 virus avec quelques bactéries, et le panel respiratoire bas qui va essentiellement rechercher 10 bactéries et 9 virus. Alors le triplex et le quadriplex, ça permet de rechercher essentiellement les virus influenza A et B, le SARS-CoV-2 et le VRS. Alors, dans le pneumopathie aiguë communautaire grave, donc, il est recommandé de réaliser une PCR virale quadriplex à la recherche des virus donc, influenza A et B, du VRS et du SARS-CoV-2, donc selon bien sûr le contexte épidémique. Et si ce quadriplex il est négatif, on peut élargir la recherche par une PCR à panel respiratoire beaucoup plus élargi. Donc, pour résumer, en ville, bien sûr, on ne va pas réaliser des examens complémentaires. En hôpital et en unité de soins intensifs, donc les principaux examens complémentaires à réaliser, c'est les PCR virus respiratoires, bien sûr, si le contexte il est évocateur. Les hémocultures sont systématiques dans les formes graves. Le CBC, il va être réalisé essentiellement s'il y a un contexte infectieux, donc si les crachats sont mucopurulents et l'absence de réponse au traitement de première ligne. Les antigénuries pneumocoques et légionnelles aussi, ils sont recommandés en unité de soins intensifs. Et les PCR, donc l'élargissement du panel respiratoire, peut être donc demandé en fonction du contexte clinique. Qu'en est-il maintenant de l'imagerie thoracique? Donc, quelle est la place de l'échographie thoracique et du scanner thoracique? En fait, l'échographie thoracique est un outil fiable au diagnostic de pneumonie et peut être proposé en première intention, bien sûr si l'appareillage est disponible et s'il y a un praticien qui peut réaliser cet examen. Et l'échographie, ça peut être une alternative essentiellement chez les patients où la radiographie thoracique, elle peut être difficile à interpréter dans les médias, surtout si c'est des patients qui présentent un tableau d'IRA sévère. Qu'en est-il du scanner thoracique? Donc le scanner thoracique, il n'est pas recommandé en ambulatoire. Par contre, il peut être recommandé dans certaines formes graves où il existe un taux de diagnostic. Donc, le scanner peut dresser un bilan lésionnel beaucoup plus performant, nous permettant, dans certaines situations, de faire la part des choses. Voilà. Alors, quelle est l'antibiothérapie? Alors, l'antibiothérapie, c'est une antibiothérapie urgente dans les 4 heures. S'il y a une défaillance hémodynamique, c'est dans l'heure. Donc, plus l'antibiothérapie elle est rapide, il y a une rapidité d'administration, plus le pronostic va être favorable. Et bien sûr, c'est une antibiothérapie probabiliste qui va se poser principalement sur le terrain, les comorbidités et le profil microbiologique du patient.
Alors, cette antibiothérapie doit être efficace sur les principaux germes impliqués dans pneumopathie aiguë communautaire grave, à savoir le streptocoque pneumonie et les légionnelles. Et donc, on va donner une bêta-lactamine antipneumococcique associée à un macrolide ou à une fluoroquinolone. Donc, ça va être une bithérapie, mais en cas d'allergie au bêta-lactamine, ça va être une monothérapie par une fluoroquinolone. Donc, la bêta-lactamine, c'est des céphalosporines de 3e génération, soit le céphiotaxime à 1 à 2 grammes x 3 par jour, ou bien la céphtriaxone à 1 à 2 grammes par jour. Pour l'antibiothérapie, pour les macrolides, donc soit la clarithromycine, l'azithromycine. Pour les fluoroquinolones, c'est la lévofloxacine, 500 mg x 2. Il faut faire attention avec les fluoroquinolones, donc pour la sélection de bactéries multirésistantes, donc à ne pas prescrire chez les patients qui ont déjà reçu les fluoroquinolones, et étant donné qu'il y a un risque de tendinopathie, principalement chez les sujets âgés. Donc, une mention un peu particulière pour le pseudomonas. Donc, si on a une suspicion de pseudomonas, principalement d'antécédents de colonisation, de patients qui présentent une pathologie pulmonaire chronique telle qu'une DDB, antécédents d'antibiothérapie parentérale récente. Donc, en cas de suspicion de pseudomonas, l'antibiothérapie, ça va se baser sur une bêta-lactamine anti-pseudomonas, associée à un aminoside et associée à un macrolide ou bien à une fluoroquinolone. Alors, pour le traitement antiviral, pas de données d'efficacité issues d'essais contrôlés randomisés chez les populations cibles. Donc, il y a des méta-analyses, une qui a été publiée dans le Lancet 2024 sur les grippes graves, sévères. Donc, le traitement, c'était le Tamiflu, mais il n'y avait pas réellement une efficacité avec un faible niveau de certitude quant à l'efficacité de ce traitement. Quelle est la durée de l'antibiothérapie? Donc, la durée de l'antibiothérapie, selon les dernières recommandations, on va de plus en plus vers le raccourcissement de la durée de l'antibiothérapie. Donc, si on compare deux groupes de patients atteints de pneumopathie aiguë communautaire et qu'on traite un groupe avec 3 jours d'antibiothérapie et un deuxième groupe de 8 jours, donc on voit bien que le groupe traité par 8 jours, il y a la non-infériorité, c'est à peu près la même chose en termes de résultats. Donc, il n'y a pas de supériorité d'un traitement de 8 jours par rapport à un traitement de 3 jours. De même aussi dans cette étude publiée en 2021, toujours donc on y va vers le raccourcissement de la durée de traitement. Voilà. J'y vais rapidement. Alors, pour les pneumopathies aiguës communautaires non graves, en ambulatoire et modérément graves, donc hospitalisation hors soins critiques. Donc, si on a l'obtention de l'ensemble des critères de stabilité clinique à J3, donc c'est 3 jours de traitement au total. Si on a une stabilité clinique entre J3 et J5, c'est 5 jours de traitement au total. Et dans les autres cas de pneumopathie aiguë communautaire non compliquée, c'est 7 jours au total. Donc, la durée va être supérieure à 7 jours. Donc, s'il y a présence d'une complication telle qu'un abcès du poumon ou bien un épanchement pleural liquidien significatif. Donc, pour résumer, une pneumopathie avec critères de stabilité à J3, c'est 3 jours de traitement. Avec critères de stabilité entre J3 et J5, c'est 5 jours de traitement. Et tous les autres cas, c'est 7 jours de traitement. Il faut savoir que les critères de stabilité clinique, c'est la température, donc c'est la pyrexie. C'est un état hémodynamique stable avec une tension artérielle systolique supérieure à 9, la fréquence cardiaque, et un état respiratoire stable. Donc, il faut avoir tous ces critères pour parler de stabilité clinique. Si on a ces critères, on peut arrêter l'antibiothérapie, soit au bout de 3 jours, au bout de 5 jours, ou bien au bout de 7 jours, en fonction du tableau. J'ai terminé presque. Donc, un petit mot sur la corticothérapie. La corticothérapie en matière de pneumopathie aiguë communautaire, ça a sa place. Donc, si on compare le groupe de patients qui est traité pour pneumopathie aiguë communautaire grave en milieu de réanimation, donc deux groupes de patients, celui qui a reçu la corticothérapie et celui qui n'a pas reçu, donc on retrouve qu'il y a une diminution de taux de mortalité, il y a une diminution de taux de recours à la ventilation mécanique et une diminution de taux de recours aux drogues vasopressives. Donc, pour les pneumopathies aiguës communautaires non graves, la corticothérapie n'est pas recommandée. Pour les pneumopathies aiguës communautaires graves, il faut prescrire la corticothérapie précocement. C'est l'hydrocortisone à la dose de 200 mg par jour pendant 4 à 7 jours. Alors, la prévention, ça reste bien sûr l'élément essentiel pour éviter la gravité des pneumopathies aiguës communautaires, donc le sevrage tabagique, les soins dentaires, la vaccination. Alors, en conclusion, donc, les pneumopathies aiguës communautaires sont dotées d'une mortalité importante. Donc, les critères diagnostiques se basent essentiellement sur le score ATS 2019.
Intérêt de l'imagerie TDM thoracique échographie dans certaines situations où il y a un doute diagnostique. Le dosage systématique de la CRP n'est pas recommandé ni au diagnostic ni pour le suivi. Les examens microbiologiques n'ont pas leur place en ambulatoire mais restent nécessaires pour les cas graves. Et enfin, donc, si en ambulatoire, les cas de pneumopathie aiguë communautaire non grave relèvent d'une monothérapie, les bithérapies et les associations sont à réserver pour les pneumopathies aiguës communautaires graves. La durée de l'antibiothérapie ne doit pas dépasser 7 jours en dehors d'une complication. Et enfin, l'adjonction, l'hydrocortisone débutée dans les 24 heures suivant l'apparition des signes de gravité est recommandée en dehors de contexte particulier, principalement la pneumopathie d'inhalation ou bien la myélosuppression. Et je vous remercie. Merci, Dr Boussafara, pour cette excellente présentation. C'est clair, maintenant, la tendance est de raccourcir la durée de l'antibiothérapie. Mais il faut savoir qu'il manque de données, surtout chez les patients insuffisants respiratoires chroniques et chez les patients aussi immunodéprimés. Donc, il est temps il manque de données pour donc, généraliser ce protocole, surtout chez ce groupe de patients. Alors, donc, 2 questions seulement, donc, par contrainte du temps. Oui. Juste une petite remarque, là où le raccourcissement n'a pas été fait parce que ça a été une démonstration nette et claire de l'efficacité. Ça a été fait comme une attitude stratégique. Parce que c'est la seule façon, en fait, si vous voulez, de ralentir les résistances. Mais pour les PAC, la dernière recommandation qui est sortie par la Société française d'infectiologie associée à la SPLF, ça a été fait sur 2 études uniquement. Donc en fait, c'est un côté stratégique plus qu'un côté rationnel scientifique. Mais je reste convaincu que c'est une bonne chose quand même, parce que ça permet à l'organisme de prendre aussi le relais pour apprendre à se défendre. Mais il faut savoir que c'est surtout stratégique. C'est pour ça qu'actuellement, on a fait la subdivision des pneumopathies en 5 groupes, justement pour identifier la PAC qui peut, elle, profiter, ce qu'on appelle commune, pour profiter de ce raccourcissement. Merci beaucoup, Dr Boussafara, pour ton excellent exposé. Je veux revenir sur la CRP. Comme tu as dit, on continue à utiliser la CRP surtout comme outil de suivi des patients, pas pour initier le traitement, mais pour le suivi des patients. Alors que ça sort dans les recommandations que tu as mises qu'ils n'ont plus de place même pour l'évolution Oui. Donc j'aimerais bien savoir les études sur lesquelles se sont basées, parce qu'en pratique, on voit le CRP qui chute chez les malades sous antibiotiques et c'est un argument de bonne évolution de nos patients. Donc, sur quelles études se sont basées En pour fait, les principales études se CRP? basent essentiellement sur la mortalité et si on peut se baser sur d'autres critères, peut-être si on se base sur d'autres critères de jugement autres que la mortalité, peut-être qu'on peut retrouver une efficacité pour la CRP, mais les études que j'ai trouvées, c'est essentiellement la mortalité. En termes de mortalité, il n'y a pas réellement un intérêt pour la réalisation de la CRP, bien que nous, en pratique courante, on l'utilise. Peut-être c'est propre pour les PAC graves, dans ce cas-là, qu'on exclut non, la CRP. Non, pas du tout. Même pour les PAC non graves, même traités en ambulatoire, en milieu hospitalier, c'est pas recommandé de réaliser la CRP. Merci beaucoup, Dr Boussafara. Je voudrais revenir aux comorbidités liées à la PAC grave. Est-ce qu'il y a, quelles sont les principales comorbidités? Et dans ce cas-là, est-ce que le traitement est raccourci? Est-ce que dans ce cas-là, un traitement de 7 jours suffit? En fait, pour les facteurs de gravité, les facteurs de risque, ça reste les mêmes facteurs d'une pneumopathie aiguë communautaire. Juste pour la pneumopathie aiguë communautaire grave, peut-être qu'on va avoir l'association de 2, 3, voire plusieurs facteurs de risque qui vont donc aggraver le tableau. Pour le traitement, oui, pour la pneumopathie aiguë communautaire grave, c'est essentiellement l'association d'antibiotiques et les comorbidités, c'est-à-dire si c'est un patient qui a un tableau d'insuffisance respiratoire chronique, qui a une DDB, qui peut être colonisé par Pseudomonas, oui, peut-être dans certaines situations, d'ailleurs dans les recommandations, c'est ce qu'ils disent, en dehors donc, des complications, c'est inférieur à 7 jours, mais s'il y a une complication, c'est plus que 7 jours, donc on peut prolonger si on a une complication en l'occurrence. Ma question en fait sur la place de la VNI en fait, sur la place de la VNI dans la prise en charge des PAC.
de la ventilation non invasive. En fait, parce qu'on a l'impression, depuis le Covid, l'usage de la VNI donc, a pris une place considérable dans la prise en charge des PAC. Et ça semble être efficace selon des résultats en termes de réduction, surtout de la durée d'hospitalisation, diminution de recours à la ventilation invasive. Quelle est votre expérience? Est-ce que vous pratiquez, sur le plan pratique, vous faites de la VNI en cas de PAC grave, aussi bien sur le haut débit nasal, aussi l'oxygénothérapie? Bon, pour les pneumopathies aiguës communautaires graves, oui, la VNI, ça peut être utile pour essentiellement l'oxygénation du patient. On parle d'oxygénation des patients, ou bien on peut les mettre aussi, même sous Soptiflo, s'il y a un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë très sévère. Bon, une expérience particulière, non. C'est essentiellement des patients VNI, donc des patients BPCO qui ont un tableau d'IARA hypercapnique, mais une expérience personnelle, non, pas forcément. C'est peut-être beaucoup plus en milieu de réanimation, je crois, qu'en milieu de pneumologie.